On pense souvent que la vie, c'est sérieux, très sérieux même. Mais et si c'était avant tout un jeu? Un jeu un peu partout, tout le temps, avec des règles invisibles qui guident pas mal de nos actions, nos émotions, ce qu'on appelle le jeu du statut. C'est vraiment le sujet central du livre de Will Storr, The Status Game. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ces idées pour essayer de comprendre comment cette quête un peu incessante de reconnaissance, de rang social, ça façonne nos vies, nos sociétés, et souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Oui, et pour cette exploration, on va s'appuyer sur des passages clés du livre de Storr. Lui, il a fait une synthèse assez impressionnante de recherche en psycho, en anthropologie, socio-histoire. C'est vraiment une tentative de décoder cette mécanique humaine qui est fondamentale. Prenante et parfois. Assez redoutable. Bon, on est prêt à décortiquer tout ça. Alors, commençons par la base, si vous voulez bien. Pourquoi ce besoin quasi irrépressible de jouer? Ça remonte à loin, c'est ça? Ah oui, absolument. C'est ancré dans notre biologie la plus profonde. Comme n'importe quelle espèce vivante, on est programmé pour survivre et se reproduire, transmettre nos gènes. D'accord. Et pour un animal social comme l'humain qui vit en tribu depuis toujours, ça passe par deux trucs essentiels. Primo, être accepté dans le groupe, la connexion, et deuxio, y trouver sa place, et si possible, grimper un peu dans la hiérarchie. Le rang, quoi. Connexion et rang. Et ce sont nos émotions qui nous servent un peu de boussole là-dedans. Qui nous guide. Exactement, c'est le moteur. La chaleur que tu ressens quand tu te sens appartenir à un groupe, l'espèce d'euphorie quand on te reconnaît, quand on te valorise, mais aussi à l'inverse, l'angoisse terrible du rejet ou la brûlure de l'humiliation. Hmm. Tout ça, c'est pas juste des sensations, ce sont des signaux hyper puissants que l'évolution a peaufinés. Historiquement, c'était simple. Un bon statut, ça voulait dire un meilleur accès aux ressources, des partenaires plus désirables, plus de sécurité pour toi et ta famille. Et ça n'est pas vraiment changé au fond. Même si les formes de statut sont très différentes, aujourd'hui, on se bat plus pour le meilleur morceau de viande. Enfin, pas toujours. Cette logique fondamentale, elle est toujours là. Ce qui est assez fou, et Storr le met bien en lumière, c'est ce paradoxe incroyable. On aime bien se voir comme des êtres hyper rationnels, au-dessus du lot animal, mais cette course au statut, elle nous rend aussi capables de mesquinerie, d'agressivité. On est dans une compétition quasi permanente, parfois ça vire même au délire. Chaque interaction sociale devient une sorte de mini-manche du jeu. Tout à fait. Et ce jeu, il a une particularité. Il se joue dans un monde imaginaire, en quelque sorte. Un monde de symboles. C'est pas comme au foot où t'as un tableau de score clair, un 0, 2-0. Non, c'est plus subtil, voilà. Le statut, c'est une valeur qu'on décide, collectivement, d'attribuer à des signes extérieurs. Ça peut être une marque de montre, une Casio versus une Rolex, un titre professionnel, le nombre de likes sur une photo. Il n'y a pas de score officiel, juste des indices symboliques qu'on interprète. C'est vrai qu'on passe notre temps à ça sans même y penser. On est des décodeurs de statut sur pattes. Storrs décrit ce système de détection de statut qui est quasi inconscient. On lit le langage corporel. Ah oui, quelqu'un qui prend de la place, qui a une posture ouverte, comparé à quelqu'un qui se fait tout petit, qui se recroqueville. On entend le ton de la voix. Est-ce qu'il est assuré ou au contraire hésitant? Le regard, direct ou fuyant? C'est dingue. Il cite des études où on arrive à deviner qui a le plus haut statut dans une interaction juste en regardant une photo. C'est bluffant, ouais. Et ces codes, on ne les apprend pas à l'école. Ça démarre tout petit, dans le bac à sable, quand on se dispute pour un jouet. C'est déjà une forme de négociation de statut, une micro-hiérarchie qui s'installe. Les premières règles du jeu. Exactement. Et ensuite, c'est par les réactions des autres, les sourires d'approbation, les regards des approbateurs, les récompenses, les petites punitions sociales, qu'on intègre petit à petit les règles spécifiques du jeu de notre culture, de notre environnement. C'est comme ça qu'on développe la honte, la fierté, ces émotions sociales qui sont là pour nous guider, pour protéger notre réputation. Alors, pour y voir un peu plus clair dans tout ça, Storer propose une typologie. Parce que j'imagine tous les jeux de statut ne se jouent pas de la même manière. Il distingue trois grands types. C'est ça, Alélie? Oui, c'est une grille de lecture assez pratique qu'il propose. Alors, premièrement, il y a ce qu'il appelle les jeux de dominance. Là, c'est assez direct. Le statut s'obtient et se maintient par la force, la coercition ou la peur. Classique. On pense tout de suite aux mafias, aux régimes autoritaires, mais ça peut aussi être beaucoup plus micro. Il donne l'exemple de cette vidéo qui avait fait le buzz aux États-Unis,
Karen Turner, une responsable politique locale, qui essaie d'intimider des policiers en agitant son titre, son badge. C'est la loi du plus fort ou de celui qui a le pouvoir de nuire. D'accord. Ensuite, il y a les jeux de vertu. Ceux-là, ils ont l'air un peu plus nobles, peut-être. En apparence, oui. Dans ces jeux-là, le statut est accordé à ceux qui montrent une grande conformité morale, un dévouement à une cause, un respect scrupuleux des règles ou des traditions du groupe. Les institutions religieuses fonctionnent souvent sur ce modèle, les familles royales aussi, historiquement. On gagnait des points en étant un bon membre. C'est ça, en incarnant les valeurs du groupe. Mais attention, ça peut aussi s'appliquer à des mouvements militants, par exemple, où prouver sa pureté idéologique, son engagement sans faille, devient la clé pour gagner du statut au sein du mouvement. Mhm. Et le troisième type, alors? Ce sont les jeux de succès. Là, ce qui est récompensé, c'est la compétence, le talent, l'efficacité dans un domaine précis. On gagne du statut en montrant qu'on sait faire des choses que le groupe admire ou juge utiles. Comme réussir dans les affaires, par exemple. Oui, ou exceller dans un sport, faire une découverte scientifique importante, le statut est directement lié à la performance, à la capacité à atteindre des objectifs concrets et valorisés. Mais j'imagine qu'on n'est pas enfermé dans une seule catégorie, hein. On doit naviguer entre ces différents types de jeux. Ah ben oui, constamment. Et c'est là que ça devient intéressant et complexe. Prends un scientifique par exemple. Il joue principalement un jeu de succès par ses recherches. Mais lors d'un débat enflammé pour défendre ses théories, il peut utiliser des tactiques de dominance. Ah oui, pour s'imposer. Et en même temps, il peut mettre en avant son éthique de chercheur irréprochable. Là, on est dans la vertu. Ou un militant très engagé dans un jeu de vertu, il peut parfois utiliser l'intimidation, donc la dominance, contre ses adversaires. On utilise un peu toutes les cartes qu'on a en main selon la situation, notre personnalité. C'est rare d'être un joueur pur. Estor accorde une importance particulière au prestige, c'est bien ça? Qui englobe la vertu et le succès. Pourquoi c'est si fondamental pour lui? Oui, il pense que ça a été un tournant absolument majeur dans l'évolution humaine. Le passage de sociétés basées quasi uniquement sur la force brute, la dominance pure, à des sociétés où la réputation a commencé à jouer un rôle énorme. La réputation devient une monnaie d'échange. En quelque sorte, oui. Si les autres te perçoivent comme quelqu'un de compétent, jeu de succès, ou comme quelqu'un de fiable, d'honnête, de moral, jeu de vertu, eh bien ils ont tout intérêt à coopérer avec toi, à t'écouter, à te suivre, bref, à t'accorder du statut. Ce mécanisme du prestige, basé sur l'utilité pour le groupe, ce serait ça la clé de notre incroyable capacité à coopérer à très grande échelle. C'est ce qui nous a permis de réussir en tant qu'espèce. Être respecté, admiré, c'est souvent un pouvoir bien plus durable que d'être simplement craint. Ça n'affecte pas que notre ego, ça a des conséquences très concrètes sur nos vies, notre santé même. Ah oui, tout à fait. Rien que le fait d'être connecté socialement, d'appartenir à des groupes, ça a des effets protecteurs qu'on peut mesurer. Sur la santé mentale, bien sûr, mais aussi physique. Il y a cette étude très connue, l'étude d'Alameda County en Californie, qui a montré dès les années 60 que les gens qui avaient peu de liens sociaux, qui étaient isolés, avaient un risque de mourir plus élevé, toutes causes confondues. Le manque de connexion peut littéralement tuer. C'est un peu ça, oui. Et au-delà de la connexion, il y a le rang au sein de ces groupes. Se percevoir tout en bas de l'échelle sociale, ça a aussi un impact très lourd. Sur le moral, j'imagine. Dépression, anxiété. Et exactement, c'est un facteur de risque majeur. Quand tu enchaînes les défaites, les échecs dans le jeu social, quand tu te sens constamment rabaissé, tu peux finir par développer ce que certains psychologues appellent l'autosubordination. En gros, tu finis par croire que tu ne vaux rien, que ta place est en bas. C'est une sorte de mécanisme de défense pour éviter la confrontation, mais c'est terriblement destructeur pour l'estime de soi. L'histoire de Ben Gunn que Storr raconte dans le livre, et elle est glaçante à ce sujet. Cet homme, condamné pour un crime terrible, qui arrive à reconstruire une forme de dignité, de statut en prison, en devenant une sorte de juriste autodidacte pour aider les autres détenus. Oui, Et qui, au moment de sa libération, vit ça comme une véritable catastrophe. c'est un cas extrême, évidemment, mais ça illustre la puissance de ce besoin. En prison, il avait retrouvé un rôle, une utilité, un statut reconnu dans ce monde clos. La liberté pour lui, ça signifiait perdre tout ça, redevenir l'ex-détenu, celui qui n'a pas de place dans la société normale. Il y a cette phrase terrible que Storr rapporte. La liberté est un enfer quand elle signifie l'expulsion du sens que l'on a passé sa vie à construire. Ça montre bien à quel point ce besoin de statut, qui est lié au besoin de sens, peut être fondamental, parfois même plus que la liberté physique elle-même. Donc cette peur de perdre sa réputation, son statut, c'est une force motrice absolument incroyable.
Phénoménal, oui. Storr donne des exemples anthropologiques où, dans certaines cultures, la honte publique absolue, la perte totale de la face, peut directement conduire au suicide. Et il cite des études plus récentes qui montrent que, face à un choix hypothétique, beaucoup de gens déclarent qu'ils préféreraient la mort, ou même des amputations graves, plutôt que de vivre avec une réputation totalement détruite, être étiqueté comme pédophile par exemple, ou devoir porter un tatouage infamant visible par tous. La mort sociale peut être ressentie comme pire que la mort physique. Et comment tout ça s'applique aujourd'hui dans notre monde moderne? Storr donne des exemples assez frappants, notamment sur le pouvoir du prestige, sur comment ça peut changer les choses. Oui, il prend l'exemple du chef cuisinier britannique Marco Pierre White. Dans les années 80-90, son succès a été fulgurant. 3 étoiles Michelin hyper jeune, une image très rock'n'roll, très médiatisée. Tout ça a créé ce que Storr appelle des indices de prestige. Il est devenu un modèle. Une icône. Voilà. Et du coup, plein de jeunes chefs talentueux, comme Gordon Ramsay et d'autres, ont été attirés. Ils voulaient bosser pour lui, apprendre de lui, l'imiter. Et ensuite, quand ses élèves ont ouvert leur propre restaurant, ils ont diffusé ce nouveau style, cette nouvelle exigence. Le prestige d'une seule personne, en étant imité, a fini par transformer toute la culture culinaire britannique, qui n'était pas très réputée à l'époque. C'est ce fameux mécanisme de l'imitation qui est en jeu. On copie, même inconsciemment, ceux qu'on admire, ceux qui ont du prestige. Exactement. Notre cerveau est programmé pour ça. Il repère les signes de prestige, le succès visible, la compétence reconnue, la déférence que les autres montrent à quelqu'un, et il nous pousse à imiter ces personnes. C'est un raccourci évolutif. Si j'imite quelqu'un qui réussit, j'ai peut-être une chance de réussir aussi. Et l'inverse est vrai aussi, c'est ça? Si on est copié par des gens qu'on juge inférieurs, oui, c'est l'autre facette du jeu de la distinction. Storr raconte comment l'aristocratie européenne a progressivement abandonné la pratique du duel quand la bourgeoisie a commencé à s'y mettre aussi. Ou l'exemple de la marque Burberry, dont le célèbre motif a été tellement côtié et associé à certains groupes jugés moins prestigieux que ça a nui à son image de luxe. Maintenir sa différence, ne pas être imité par n'importe qui, c'est aussi une façon d'affirmer son statut. L'influence, c'est-à-dire la capacité à être imité ou pas, est un marqueur de statut très fiable. Et là, évidemment, impossible de ne pas penser aux réseaux sociaux, le terrain de jeu ultime du statut aujourd'hui. Ah, les réseaux sociaux. Storr utilise une image très parlante. Il les appelle la machine à sous du statut. Et c'est assez juste. Ces plateformes sont conçues de manière extrêmement intelligente en s'appuyant sur des modèles de psychologie comportementale comme celui de B.G. Fogg, motivation, déclencheur facile, capacité simple. Elles exploitent notre besoin de validation. Exactement. Elles axent ce besoin fondamental. Chaque like, chaque partage, chaque nouveau follower, c'est une microdose de reconnaissance, une micro-récompense de statut. Et le truc génial pour eux, c'est que ces récompenses sont distribuées de manière intermittente, imprévisible, exactement comme une machine à sous au casino. Ça crée une boucle de renforcement, une compulsion à revenir vérifier, à poster encore. Ça peut mener à une véritable addiction. Et le statut qu'on gagne en ligne peut finir par sembler plus important, plus réel même, que le statut qu'on a dans la vraie vie. Mais même quand on accumule beaucoup de statuts, il y a un piège. Storr parle de « the flaw », la faille dans le système. C'est quoi finalement? C'est le principe de l'adaptation hédonique, mais appliqué au statut. En gros, on s'habitue très vite à notre niveau de statut. Une fois qu'on a atteint un certain palier, une promotion, une reconnaissance publique, eh bien, ça ne nous satisfait plus très longtemps. On regarde déjà vers le niveau suivant. Le cerveau en veut toujours plus. C'est ça, il est câblé comme ça. Storr cite une étude assez étonnante où même des millionnaires considèrent qu'il leur faudrait beaucoup plus d'argent pour être vraiment à l'aise ou satisfait. On a tendance à penser qu'on mérite toujours un peu plus que ce qu'on a. C'est sans fin. Et ça peut mal tourner, cette ivresse du statut, comme il l'appelle. Oui, ça peut rendre complètement aveugle. Quand tu es au sommet, que tu es constamment entouré de gens qui te flattent, qui te montrent de la déférence, tu peux finir par ne plus du tout écouter les critiques, les mises en garde. Tu te crois infaillible. C'est un risque énorme pour les leaders politiques, les grands patrons, les célébrités. L'entourage qui n'ose plus contredire. Exactement. Ça crée une bulle. Et ça peut mener à prendre des décisions complètement déconnectées de la réalité, parfois catastrophiques. Ça peut aussi mener à une forme de corruption, morale ou financière, parce qu'on finit par penser que les règles normales ne s'appliquent plus à nous. Et quand le jeu tourne vraiment mal, les conséquences peuvent être dramatiques.
Storr identifie un profil psychologique particulièrement à risque. Oui, il met en lumière un cocktail qu'il juge particulièrement dangereux. Mâle, avec un fort sentiment de grandiose, c'est-à-dire une très haute opinion de soi-même, souvent pas justifiée par la réalité, et qui a vécu une ou plusieurs expériences d'humiliation très profondes, très marquantes. Et il retrouve ce schéma chez qui, par exemple? Chez plusieurs auteurs d'actes très destructeurs. Il cite Elliot Rodger, l'auteur de la tuerie misogyne d'Isla Vista, Ted Kaczynski, Luna Bober, le tueur en série Ed Kemper, ou encore l'espion américain Robert Hansen. Pour ces individus, l'humiliation est vécue comme une sorte d'annihilation du soi. Et sur ce terrain narcissique fragile, ça peut déclencher une rage immense, une volonté de restaurer le statut perdu ou jamais atteint par la violence, par la destruction. Et ce lien entre humiliation et catastrophe, Storr pense qu'il s'applique aussi à l'échelle des groupes, des nations. Oui, c'est une part importante de son analyse pour essayer de comprendre certains grands mouvements historiques. Il prend l'exemple très parlant de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Le sentiment d'humiliation collective était énorme. Le traité de Versailles vécu comme un diktat, la crise économique terrible, l'hyperinflation. Un terreau fertile. Voilà. Selon l'analyse de Storr, le nazisme a pu prospérer en partie parce qu'il promettait de laver cet affront national, de restaurer la grandeur perdue, de redonner son statut à l'Allemagne. Et comment fonctionnait le jeu de statut nazi d'après cette lecture? Comme un jeu particulièrement toxique et totalitaire? C'était un mélange extrême de vertus, mais une vertu autoproclamée, celle de la prétendue pureté aryenne, et la loyauté absolue au régime, et de dominance la plus brutale, l'élimination systématique et impitoyable de tous ceux qui étaient désignés comme ennemis, comme inférieurs ou nuisibles. Les juifs, les communistes, les handicapés, les homosexuels. Des règles très strictes. Incroyablement rigides, oui. La conformité est exigée sous peine de mort, et la diabolisation constante de l'autre servait à souder le groupe dominant, à renforcer son propre sentiment de statut et de supériorité. Il fait une analyse similaire sous l'angle du jeu de statut pour le communisme soviétique. C'est peut-être moins évident au premier abord. Oui, parce que l'idéologie communiste, sur le papier, visait justement à abolir les classes sociales. Et donc, en théorie, à supprimer le jeu du statut basé sur la richesse, la propriété privée. Mais ce que Storr montre bien, c'est que dans la réalité soviétique, une nouvelle hiérarchie de statut s'est immédiatement mise en place. Basé sur quoi alors? Basée sur la position au sein du Parti communiste. Il y avait des symboles de statut très clairs. L'accès à des magasins réservés avec plus de produits, des logements de meilleure qualité, l'utilisation dans certains langages codés. Il y avait des privilèges énormes pour l'élite du parti, la nomenclatura. Et il y avait une lutte féroce et permanente pour le statut à l'intérieur même du parti, avec les purges terribles contre ceux qui tombaient en disgrâce ou qui étaient jugés déviants par rapport à la ligne. Donc, même en essayant de l'abolir, le jeu de statut ressurgit toujours, selon Storr. Il est tellement fondamental pour l'être humain qu'on ne peut pas l'éliminer. Il change juste de forme, les règles et les symboles sont différents, mais la quête de rang et de reconnaissance demeure. Et dans la dernière partie du livre, Storr utilise cette même grille de lecture pour analyser les tensions qu'on observe aujourd'hui, ce qu'on appelle souvent les guerres culturelles, en particulier dans les sociétés occidentales. Attention, il ne prend pas parti, il essaie juste de décrypter les mécanismes. Et comment il les interprète alors? Et il les voit comme des conflits assez acharnés entre différents groupes qui ont des visions totalement incompatibles de ce qui devrait donner du statut légitime. Est-ce que c'est la réussite économique? Est-ce que c'est la vertu morale telle que définie par les progressistes? Est-ce que c'est l'adhésion aux valeurs traditionnelles, l'expertise scientifique? Chaque groupe essaye d'imposer son propre jeu comme étant le seul valable. Et ces conflits seraient amplifiés par des sentiments de perte de statut chez certains? Souvent, oui, c'est ce qu'il suggère. Des groupes qui ont l'impression que leur statut traditionnel est menacé, par exemple à cause des changements économiques ou culturels, ou des individus qui ont fait des études mais qui peinent à trouver une place qu'ils estiment correspondre à leurs qualifications, ce qu'il appelle la surproduction des élites. Tout ça crée du ressentiment, de la frustration, et ça vient nourrir ces luttes pour la reconnaissance pour savoir qui a le droit de définir les règles du jeu et qui mérite le statut. Encore une fois, il faut bien préciser que c'est l'analyse de Storr sur ces dynamiques, on la présente ici de manière neutre. Bon. Eh bien, après cette exploration assez dense, qu'est-ce qu'on devrait retenir de tout ça? L'essentiel. Je dirais premièrement que cette quête de statut, ce n'est pas juste de la vanité ou un truc superficiel. Non, c'est un moteur psychologique très profond qui a été façonné par des millions d'années d'évolution. Deuxièmement, que ce moteur structure nos interactions, nos sociétés, à travers des jeux dont les règles sont souvent implicites et qui peuvent être basés sur la dominance, la vertu ou le succès.
Et troisièmement, que notre bien-être psychologique et même physique dépend énormément de notre capacité à trouver une place qu'on juge satisfaisante dans ces jeux. Donc, comprendre ce jeu, c'est un peu comme si on chaussait une nouvelle paire de lunettes pour regarder le monde et soi-même aussi. C'est exactement ça. Ça donne une grille de lecture pour décrypter plein de comportements humains qui, sinon, pourraient paraître un peu irrationnels ou juste bizarres. Ça aide à comprendre nos propres motivations cachées, les dynamiques de groupe au bureau ou entre amis, pourquoi certaines modes prennent, pourquoi certains conflits politiques sont si âpres, et même certains grands drames de l'histoire. C'est une clé de lecture vraiment puissante. Bon, elle n'explique pas tout, évidemment, mais elle éclaire beaucoup de choses. Vraiment ancré en nous. Et si, en même temps, ces règles sont très influencées par notre culture, notre environnement, est-ce qu'on a une marge de manœuvre individuelle? Est-ce qu'on peut consciemment choisir un peu le type de jeu qu'on a envie de jouer? Privilégier, je ne sais pas, le succès basé sur la compétence ou la vertu basée sur l'éthique, ou même essayer de se mettre un peu en retrait de la compétition? Ou est-ce qu'on est finalement assez contrainte et contraint par les jeux dominants qui nous entourent? Voilà, je laisse ça en suspens, matière à réflexion.